Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette première de l'émission Portrait de notre nouvelle saison ici à UGOP Radio, la radio du 12. Ce matin, j'ai avec moi une invitée d'exception, Jacqueline Dabi. Bonjour. Bonjour. D'exception, merci. Bien sûr, bien sûr. Et c'est la moindre des choses que je puisse dire en regardant tout le parcours que vous avez fait depuis la Tunisie jusqu'ici, à Paris dans le 12e. Racontez-nous, vous dites que vous êtes multiculturel, mais c'est bien aussi de nous rappeler votre parcours entre les continents. D'accord. Alors, en fait, je suis née en France, dans le 9-3, comme disent les jeunes maintenant, donc la Seine-Saint-Denis, qui faisait avant partie de Paris, hein, tout simplement. Donc, sur mon acte de naissance, il y a marqué Paris. Ouais. Et puis, donc, j'ai grandi entre Bondy, Pavillon-sous-Bois, et à l'âge de 9 ans, maman s'est séparée donc, de son mari. Et avec ses 4 enfants, elle s'est déplacée donc, en Tunisie en tant que coopérante de l'éducation nationale. Et ça veut dire quoi, coopérante? Alors, elle dépend de la France administrativement et pour ses pays, par exemple, pour monter les échelons, pour le programme d'enseignement, mais elle est aussi membre de l'équipe de l'enseignement national tunisien. Voilà. Et donc, elle a renouvelé 3 fois donc, sa coopération. C'est presque 30 ans en Tunisie. Presque, 25 ans exactement, puisqu'il y a eu 5 ans, 10 ans, 10 ans. Et à la suite de ça, l'État français lui a dit « Chère madame, vous choisissez, vous rentrez ou vous restez en Tunisie ?» Maman a choisi de rester. Mais moi, pour mes études, je suis venue les compléter en France. Normalement, pour 1 année ou 2. Et normalement, je rentrais en Tunisie. Je crois que j'ai oublié de rentrer. Tant mieux pour le 12e. Ouais. On va revenir sur vos activités ici, mais d'abord, donc vous êtes venu, vous avez passé votre bac ici. Alors, j'ai passé mon CAP de secrétaire donc, à Rambouillet, très exactement, avec plusieurs diplômes en candidat libre en comptabilité, premier échelon, deuxième échelon, dactylo, 20 mots minutes, 25 mots minutes. Ça, c'est des choses que notre génération ne sait plus. En fait, 20 mots minutes, 25 mots minutes, c'est la vitesse des mots tapés par minute. À la minute. Okay. Voilà. On fera le test sur un clavier. C'est la même chose sur un clavier? C'est plus facile sur un clavier. Okay. En fait, les machines, à l'époque, n'étaient pas du tout électriques ni électroniques. Donc, il fallait, de toutes ses forces, appuyer sur les touches. Et ne pas faire de fautes aussi. Non, surtout pas. Surtout pas. On se faisait taper sur les doigts. On ne pouvait pas effacer. Non. Pour effacer, c'était très compliqué. On avait ce qu'on appelait des petites bandes blanches pour pouvoir recouvrir. Mais quand on faisait... J'ai également une spécialité donc, dans mon CAP qui est les stencils, qui n'existe plus aujourd'hui. Ne cherchez pas. C'est l'équivalent de la photocopie. OK. Mais à l'ancienne. Et ça se faisait sur des machines dans lesquelles il fallait mettre de l'alcool à brûler. Et quand on avait une faute, alors il fallait mettre sur la première page un petit correcteur. Et sur les pages d'après, un correcteur également, et attendre que ça sèche. Ah oui. Bien souvent, on oubliait, et donc les carbones plus ce qu'on appelait des pelures, donc c'était les copies, restaient collés la plupart du temps parce qu'on n'avait pas laissé sécher. Tout ça nous fait apprécier la facilité qu'on a aujourd'hui avec un clavier et une imprimante. Absolument. Et j'ai appris justement donc on va dire les outils modernes, puisque j'ai travaillé chez IBM et Xerox, qui ont c'était un choix. Hein, j'ai fait 20 ans d'intérim par choix. Et donc, chez IBM, j'ai appris le début des machines modernes, on va dire, des ordinateurs on visualisait une ligne seulement. Et puis, il y a eu les machines à cartes, puis les machines à pistes.
Et quand vous aviez 50 courriers, il fallait peut-être repérer sur quelle piste vous aviez enregistré le courrier. C'était tout un tas de procédures qui faisaient que on voyait si vous étiez ordonné ou pas. Parce que retrouver Monsieur X sur une piste précise, il fallait avoir justement pris des repères bien avant pour pouvoir la retrouver. Fascinant. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est plus simple de faire le travail ou d'autres difficultés sont... Ce ne sont pas les mêmes difficultés. Parce que retrouver un dossier, bien des fois, on s'y perd quand même, on ne sait plus trop vraiment où on l'a mis. Mais quand même, c'est beaucoup plus facile. Okay. Là, aujourd'hui, vous visualisez une page entière. Si vous avez 3-4 écrans, vous pouvez visualiser 4-5 pages d'affilée. La saisie est beaucoup plus simple. C'est différent. C'est tout à fait différent. Mais... c'est pas grave. On apprend la patience, on apprend le classement, on apprend des aspects différents, en fait. Okay. Et on évolue tant que possible, en même temps que son temps. Oui, et vous avez bien évolué. Et comme vous l'avez dit, vous êtes passé... d'abord, vos acquis professionnels ont été validés en tant que licence. Voilà, j'ai fait valider au bout de presque 30 ans de carrière mes acquis professionnels qui m'ont donné un diplôme que j'aurais jamais espéré, la licence. Félicitations. Merci. J'en suis assez fière, c'est vrai, parce que j'aurais jamais pensé que, à l'âge où j'ai passé ces acquis, je puisse encore avoir un diplôme. Donc j'étais assez contente. Mais même à l'époque, c'était rare de voir des gens diplômés. Non, c'était pas rare parce que le bac, par exemple, pour revenir en Tunisie, je parle des années 70, c'est vrai que la personne qui avait un bac avait dans l'esprit du peuple, c'est pas péjoratif, hein, surtout, un niveau intellectuel supérieur à tout le monde. En France, aujourd'hui, on pourrait dire, par exemple, que un docteur est au-dessus de tout le monde. Et à l'époque, les familles dont l'enfant avait eu le bac, on lui faisait une fête comme si c'était un mariage. C'était extraordinaire. Hein, on égorgeait le mouton, on faisait des pâtisseries pendant 3-4 jours, on invitait tout le monde. Enfin, c'est un diplôme qui avait énormément d'importance. Oui. Pour les filles à l'époque, c'était encore plus rare. C'est pour ça que je disais que c'était rare de voir quelqu'un de diplômé à l'époque. Tout à fait. Encore félicitations. Merci. Mais donc, vous avez grandi entre deux continents. Qu'est-ce que vous gardez de ce mélange de cultures ? Vraiment, d'abord, les gens, leur culture, la patience, la façon de voir les choses totalement différentes pour une même situation. La tolérance. La tolérance, c'est ce qui m'a amené par la suite, on en reparlera après, mais à être très à l'écoute, ne pas aimer l'injustice non plus, venir en aide aux autres. Je crois que c'est de cette culture étrangère, on va dire ça comme ça, que j'ai appris de ces valeurs. Et je crois que ce sont aujourd'hui des valeurs qui se perdent beaucoup, malheureusement. Pourquoi, vous pensez ? Quand on voit qu'on peut mettre ses parents ou ses grands-parents dans une maison, on va dire EHPAD pour être gentil, et ne se soucier d'eux qu'une fois par an, ou 2 fois par an, peut-être un anniversaire et le jour de l'an, ou ne pas s'en préoccuper du tout, ça c'est pas quelque chose que je peux accepter. Je faisais des milliers de kilomètres pour aller voir ma mère qui était malade, alors que ici... Et qui est enterrée en Tunisie. Qui est enterrée en Tunisie, oui. C'est son souhait. Ouais. C'est son souhait. Ouais. Sinon... c'est pour dire son attachement à sa mission là-bas. Oui, absolument, absolument. Et quand je vois ici les personnes dont je m'occupe qui ont des enfants qui sont à quoi, allez, on va dire 500 mètres, et
qui viennent pas voir leurs parents, moi, ça me déchire. Ça fait pas partie de mes valeurs. C'est pas quelque chose que je peux accepter. C'est quelque chose que vous avez gardé dans votre cœur tout au long de tous vos projets, puisqu'on écoutait la dernière fois votre engagement votre combat contre la solitude des personnes. C'est ça, tout à fait. Des personnes âgées. Mais vous n'êtes pas du genre à vous laisser faire, et donc vous avez pris l'initiative de ne pas faire qu'observer, comme vous dites, ou être à l'écoute, mais aussi d'essayer de changer les choses. Et c'est pour ça que à Paris, à la suite de plus de 30 ans il me semble 30 ans de carrière... les 37 ans de carrière. 37 ans de carrière, autant pour moi. Donc, vous vous êtes dit, je ne vais pas me reposer. Non. Je vais faire... C'est pas le style de la bonne femme. On a bien compris. Et donc, vous avez décidé de faire du bénévolat. Oui. Et racontez-nous, comment on vous a introduit à l'amicale des locataires Alors, j'ai terminé ma carrière professionnelle salariée, on va dire, en 2013. Ok. Et donc là, je me suis dit, si je reste à la maison, je vais intellectuellement m'appauvrir. Je ne vais pas servir à grand-chose, peut-être à part pour mes enfants qui jugent que je suis trop dehors et pas assez à la maison pour m'occuper d'eux. Mais ils sont grands, je les ai élevés Vous à avez se 4 débrouiller. enfants. J'ai alors 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Ils se débrouillent tout seuls. J'ai jamais fait de différence entre l'éducation des filles ou des garçons. Ils savent recoudre un bouton. Ok, ça c'est bien. Ils savent repasser. Ils savent se débrouiller en cuisine. Je sais que si je les laisse, et malheureusement c'est arrivé à plusieurs reprises parce que j'ai une santé qui se dégrade un petit peu en vieillissant, je sais qu'ils ne mourront pas de faim. Ils savent se débrouiller tout seuls. Tant mieux. Aussi bien la cuisine salée que la cuisine sucrée. C'est merveilleux. Je viendrai faire le test. Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, au contraire. Vous avez aussi 7 petits-enfants et un arrière-petit-fils. Oui. Donc, félicitations. Merci. Oui. Je suis comblée. J'ai la chance d'avoir d'abord des enfants, des petits-enfants très proches de leur mamie et de leur maman. Et comment vous avez réussi à faire en sorte qu'ils soient proches de vous? Je les ai élevés toutes seules, dans une cité en plus. C'est vrai que c'est pas facile. J'ai jusqu'à leurs 14 ans toujours eu une nounou que je voulais absolument pour aller les chercher, pour les ramener à la maison, pour ne pas qu'ils traînent dehors. Et par la suite, ils deviennent grands, 14 ans, 15 ans. La mère, c'est bon, hein, la daronne, c'est bon, tu nous as donné une éducation, c'est bon. Donc, on a un peu moins d'emprise. Mais je crois que j'étais à la fois la maman, la confidente, la sœur, la frangine, peut-être aussi. Et il n'y avait pas de tabou. Moi, j'aimerais savoir aussi quels seraient vos conseils pour peut-être des familles où la séparation a déjà été faite ou qui n'arrivent pas à maintenir ce lien entre les générations, ou peut-être de futurs parents ou grands-parents qui se disent « Ok, moi j'aimerais bien aussi que mes petits-enfants soient là, quand j'appelle, ils viennent m'aider, comme vous, l'autre jour, je vous avais vu avec toute votre famille réunie qui vous aidait pour l'inauguration du jardin d'Olivier dont on parlera. » Quels seraient vos conseils? Je pense que rien n'est irrattrapable. Donc, même si on a affaire à des ados aujourd'hui, avec les générations des parents ou des grands-parents qui sont forcément pas la même, qui n'ont pas la même éducation non plus, je crois que tout réside dans le dialogue. Si on sait parler aux enfants ou aux petits-enfants ou aux ados sans les braquer, c'est vrai que c'est compliqué. Certains ont pris, on va dire entre guillemets, un mauvais pli dès le départ. Il n'y avait pas de dialogue. Et il y a cette rupture qui s'est faite. Et ça sera compliqué aux jeunes de comprendre pourquoi d'un seul coup on s'intéresse à lui.
Ouais. Je crois qu'il faut lui expliquer que les générations sont différentes, que peut-être ça a mal démarré au départ parce qu'on ne se comprenait pas, on s'était braqué, mais qu'on aimerait bien se mettre à son écoute. Et là, par contre, il ne faut pas faire semblant, parce qu'ils le savent, ils le comprennent tout de suite, dans les paroles, dans le regard. Je crois que rien n'est définitivement cassé. Il faut juste avoir de la patience et essayer d'entrer dans le monde de l'autre. Alors c'est valable aussi pour les jeunes qui peuvent rentrer dans le monde de leurs parents ou de leurs grands-parents. Quand on est parent, souvent on a moins de temps à consacrer à son enfant. Pas parce qu'on ne veut pas, tout simplement parce que on travaille, on rentre, il y a encore à manger à faire, il y a encore les devoirs à faire, il y a encore le linge à laver ou à repasser. En fait, on n'a même pas de vie pour soi. Donc c'est compliqué d'en consacrer aux autres. Justement, c'était aussi ma question parce que vous étiez maman seule. Oui. Vous éleviez 4 jeunes petits-enfants. 3 enfants, en tout cas, que j'ai élevés toute seule. 3 enfants toute seule. Oui. Et ensuite, vous avez gravi les échelons dans l'entreprise, donc c'est-à-dire que vous travaillez bien quand même. Et, mais en même temps, vous deviez éduquer et avoir du temps pour vous-même. Oui. Comment vous avez fait ? C'est un peu compliqué. En fait, si vous voulez... aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est une mode, mais on rencontre énormément de familles recomposées ou de familles monoparentales. Je n'ai jamais dit à mes enfants, tu as une demi-sœur ou un demi-frère, tu as un frère, tu as une sœur. Il n'y a pas de demi chez moi. Demi, ça ne représente rien du tout. Donc déjà... C'est soit tout, soit rien. Voilà. Et, parce que pour moi déjà... En disant demi, on met une cassure. Et on rappelle à chaque fois à son enfant qu'il est différent de l'autre. Parce qu'il n'est pas du même père, il n'est pas de la même mère, il n'est même carrément pas du même sang. Et ça ne doit pas exister parce que c'est comme ça qu'on va créer justement une cassure, une fêlure. Et donc si tous les 4 matins vous rappelez à votre enfant que il est différent de l'autre, forcément, vous n'arriverez jamais à les souder. Ça, chez moi, ça a été la première chose. La deuxième, c'est on ne se bat pas. On s'engueule, on se traite de tous les noms. Alors là, ça m'est complètement égal. On ne porte pas la main sur l'autre. Parce que là aussi, une fois que c'est fait, c'est terminé. Il y a des familles qui ne se parlent plus. Il y a des frères et sœurs qui ne se parlent plus parce que ils ont eu un coup, alors que quand on s'engueule, c'est pas grave. On se raccommode. C'est comme les couples. Sur l'oreiller, ça se raccommode. Là, les frères et sœurs, autour de la table familiale, ça se raccommode. Okay. Je crois que ce sont des valeurs qui sont importantes et que l'on n'explique pas suffisamment à ses enfants ou à ses petits-enfants. Je crois que c'est ça. Je pense que ça fait partie des valeurs qui sont importantes. Après, il y a le respect. Le respect de l'autre, quel que soit l'âge. Je disais il y a 2 secondes, même si on se traite de tous les noms, c'est pas grave. Ça s'oublie, ça revient. Par contre, on doit le respect à la personne qui est plus âgée que vous. Même si elle n'a que 48 heures d'écart. Il est plus grand. Donc, on respecte. C'est aussi des valeurs qui n'existent plus. Un frère ou une sœur qui serait en difficulté, ou une maman, un papa qui serait en difficulté, on doit aller vers lui avec les moyens qu'on a pour l'aider, pour ne pas le laisser tout seul, ruminer ou se demander tout simplement pourquoi il aurait pu faire ceci ou cela. Non, il faut essayer d'aller dialoguer, essayer d'aller partager sa peine ou au contraire son enthousiasme ou ses réjouissances, sa joie. Voilà, ça réside dans le dialogue. Vous me disiez tout à l'heure que tout change, le travail change, mais les valeurs ne changent pas, les valeurs restent, oui, quelque chose comme ça. Absolument. Mais pourquoi est-ce qu'on perd ? On a l'impression que ces valeurs partent. Je pense que
Bon, on va dire que la société actuelle fait que les choses vont très très vite. On est dans un monde ou dans un siècle où tout va très vite. Et plus on va vite et plus on oublie de parler, plus on oublie les valeurs que nos parents, nos grands-parents nous ont inculquées. Et ça, c'est peut-être le rôle des parents ou des grands-parents de remettre le couvert, si je peux dire ça comme ça, remémoriser à nos enfants les valeurs que l'on a fait. Alors c'est vrai que les jeunes vous diront ouais, mais c'était avant, c'était ton siècle, c'est pas maintenant, c'est ringard. Voilà. Et comment faire la différence entre ce qui appartenait, certes au siècle dernier, ou je ne sais pas, ou il y a quelques années, c'est vrai qu'il y a des choses que tant mieux si elles ont changé, et ce qui reste comme les valeurs qui restent des piliers pour faire des êtres humains, de bonnes familles, etc. Comment Alors, faire la différence entre ça? J'allais vous dire, les livres. Ah. Le problème, c'est que personne ne lit plus aujourd'hui. Ça dépend, peut-être, je ne sais pas. Faire parler peut-être les vieux, comme moi. Ah, c'est ce qu'on fait. Ici, avec le Pradion, on le fait. Voilà, donc ça permettrait peut-être... puis, je pense aussi peut-être organiser des réunions, mais pas uniquement inter-âge. Au contraire, prendre un peu tout le monde, des 10 ans, des 15 ans, des 20 ans, des 25 ans, des 30 ans, faire un mélange. C'est vrai que ça n'existe pas. On est souvent en ségrégation dans nos catégories d'âge. Oui, et c'est pas bien. Ouais. Parce que les plus jeunes peuvent vous expliquer leur angoisse, ou au contraire, ce qui les motive, ce qui les fait sortir, ou ce qui les fait rencontrer leurs amis. Les plus vieux vous apporteront peut-être la sagesse, l'expérience, et puis leur vécu. On a fêté, il n'y a pas très longtemps, le débarquement. Bien, si on revient en arrière, moi je me souviens très bien avoir entendu ma mère nous raconter les bombardements. Et j'ai pu comprendre pourquoi elle tressaillait par moments quand il y avait du tonnerre. Si elle ne m'avait pas parlé de cette époque-là, si elle ne m'avait pas parlé des bombes, j'aurais jamais compris pourquoi, d'un seul coup, elle se met à tressaillir quand elle entend le tonnerre. Pour elle, ça la ramenait bien en arrière, dans les années où, bien sûr, la Seconde Guerre mondiale, et des souvenirs pas forcément agréables. Quand aujourd'hui, vous voyez dans vos assiettes tout ce qui peut rester, tout ce qui est jeté, si vous avez appris à votre enfant de ne se servir que de ce qu'il va manger, il n'en restera pas dans l'assiette. Il se resservira, il n'y a pas de problème. Mais il ne gâchera pas. Aujourd'hui, vous allez dans des restaurants universitaires, dans des restaurants d'entreprise, dans les écoles. Si vous pouviez voir tout ce qui est jeté, c'est ahurissant. Et je ne fais pas de l'écologie ou du... Non. C'est la réalité, tout simplement. Moi, j'ai appris à mes enfants, tu te sers autant de fois que tu veux, mais tu ne laisses rien dans ton assiette. Je te le resservirai le soir. Oui, c'est vrai que c'est des choses qui commencent par la famille, ce genre de comportement. On se dit, mais c'est à l'État de le faire, de faire des lois, etc. Mais à la base, c'est des choses qui doivent être enseignées. On condamne aujourd'hui systématiquement l'école. Non, attendez, monsieur, dame. L'école, c'est pas remplacer les parents. Les parents, avant que votre enfant rentre à l'école à 6 ans, parce qu'avant, c'était à 6 ans. Aujourd'hui, on a des crèches, on a des jardins d'enfants. Ils apprennent certaines valeurs. Mais vous êtes où ? Si vous, en tant que parent, vous abandonnez votre rôle, ne demandez pas à l'Éducation nationale de vous remplacer. Tout à fait. Donc c'est vrai que aujourd'hui, on est à table, voire un dans sa chambre, l'autre il est devant la télé, à table, le portable. Non, il n'y a pas de portable à table. Votre copain, votre pote, votre petite copine,
elle peut attendre une demi-heure le temps qu'on ait fini le repas. Et autour du repas, on discute. On discute tout simplement. On partage, on communique. Mais cette valeur-là est importante et elle disparaît. Oui. Elle n'existe plus. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir un repas. J'ai eu ce dimanche une réunion de famille. On était tous ensemble autour de la table. Il n'y avait pas de portable. Il n'y avait pas de télé. C'est pas parce que je veux pas. Et c'était bien. Mais c'était super. On a échangé, on a rigolé, on s'est raconté des blagues, des souvenirs. Mais c'est ça aussi. Qu'est-ce que votre ado ou votre enfant ira raconter à ses propres enfants demain? Oui. Il n'aura rien à raconter, à part ce qu'il a vu sur Internet. C'est pas très sympa, on est à la radio, donc pas bien. C'est bien, mais il faut avoir un contenu ajusté, il faut savoir un comportement ajusté. C'est ça. C'est la part des choses. Et ça vient par le dialogue, par la communication. Voilà. Et mais bon, c'est un long sujet sur lequel je ne m'attendais pas à ce qu'on s'étende. Mais j'aimerais revenir sur 2 points par rapport à vos enfants. Comment vous avez fait quand même pour inculquer à la fois, donc bien éduquer les enfants, inculquer ces valeurs aux enfants, etc., tout en menant une vie professionnelle, je l'espère épanouie, en tout cas réussie, et en survivant, quoi, en se reposant. Est-ce que vous avez eu des me-time, comme on les appelle, des temps pour soi? C'était compliqué, la vérité. J'ai eu la chance, comme je vous le disais, d'être bien entourée par mes frères, ma sœur. Ok. Donc, il m'est arrivé de rester jusqu'à des 23h, jusqu'à des heures, 3h, 4h du matin sur des chantiers, parce que j'avais donné ma parole, que je serais là et que je m'occuperais du chantier. Et les chantiers, vous voulez dire au boulot? Au boulot. Okay. Et donc, mes enfants, pendant ce temps-là, ils étaient où? Ils étaient soit avec la nounou, soit avec ma sœur, soit avec mon frère, mais jamais tout seul. Souvent, je rentrais le lendemain, ou la veille, quand je pouvais savoir comment allait se passer le chantier, je racontais aux enfants pourquoi je ne serais pas là. Jamais j'ai laissé les enfants aller dans leur imaginaire en se demandant où est leur maman, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle n'est pas là. Non, j'explique. Je travaille, j'ai donné ma parole, je veux honorer ma parole, j'ai dit aux clients que je serai là. Donc, je suis sur le chantier. Quand je m'en vais, les salariés s'en vont aussi. On peut les raccompagner aussi si l'heure est tardive. Je suis maman, mais je suis... Je ne sais pas comment l'expliquer. Maman aussi des salariés qui travaillent avec moi. Ah oui, c'est rare d'entendre ça. Non, je veux dire, c'est beau de l'entendre, mais on n'a plus cette dimension de responsabilité. Je suis à l'écoute aussi des salariés. Travail, j'ai eu la chance de travailler à un poste de direction, mais je prenais sur mon heure de pause ou sur mon repas, ou même le soir, pour faire la déclaration de quelqu'un qui ne savait pas lire et écrire. De faire un courrier à un papa qui était loin de son fils, mais qui voulait le rassurer et lui dire que tout allait bien. Oui, ça aussi, ça fait partie des engagements d'un chef d'entreprise, je dirais. Alors ça, par contre, je crois que ça n'existe quasiment plus. Ah non, oui. J'ai eu la chance de travailler aussi avec des patrons, puisqu'ils étaient associés, de travailler avec des patrons qui comprenaient aussi ça, qui m'ont laissé une totale liberté dans ce que je faisais du moment que mon travail était fait. Donc, c'est un peu spécial, un peu particulier, mais c'est moi qui ai créé cette ambiance aussi. Okay. On ne l'a pas fait à ma place. Bah oui. Voilà. Donc, par exemple, on avait, surtout en été, ce qu'on appelait des remises en état. Donc, les remises en état, c'est vous videz carrément, par exemple, une chambre dans un foyer, vous videz carrément la chambre et vous nettoyez tout du sol au plafond. On avait un laps de temps pour le faire. Et donc, je disais aux gars, enfin au personnel, on ne va pas dire les gars, parce que ça fait un peu sexiste. On a 10 jours. Soit on fait 10 jours de 8 heures, soit on fait 9 jours ou 6 jours
mais de 10-11 heures par jour. Après, vous êtes payé 10 jours. Mais vous reposez 3 jours. L'énergie que ça apporte, et j'étais avec eux, je travaillais comme eux. Malgré mon statut de secrétaire ou d'adjointe de direction. J'étais présente avec eux. Ils n'étaient pas tout seuls sur le chantier. Je crois que c'était un peu comme une famille. Et c'est ça qui fait que on était bien contents, on travaillait tous ensemble et on mettait un grand coup de collier. Par contre, on avait le droit de se reposer 3 jours ou 2 jours parce qu'on avait super bien travaillé. Oui. Ça aussi, c'est vous avez su communiquer cette envie de bien faire. C'est un travail. Mais en vous écoutant, je me souviens d'une phrase qu'on avait dite lors d'un précédent interview, que tout est lié. C'est-à-dire que quand... Je pense que c'était sur la fast fashion, donc tout ce qui est vêtements écologiques, etc., que tout est lié et que la personne que j'interrogeais disait que le fait qu'elle consomme bien, qu'elle essaie de bien consommer, de bien s'habiller, etc., que c'est lié à ses engagements écologiques, c'est lié à sa manière de s'alimenter, à la manière de se comporter avec les autres. Et en vous écoutant, je reconstate la même chose, que quand vous faites bien votre travail de maman, cela vous oblige, ou automatiquement vous faites bien aussi votre travail. Et donc, c'est comme un bon engrenage à installer. C'est un cercle, en fait. C'est un cercle vertueux. Ce que vous faites chez vous... dans le temps, on disait « ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ». Bon, ça reste une phrase. Mais si vous l'appliquez réellement, vous êtes à la maison en dialogue avec vos enfants. Mais quand vous êtes en entreprise, vous êtes en dialogue avec vos salariés. Et aujourd'hui, je suis en dialogue avec les locataires de la résidence. Et c'est ce qui fait que je pense avoir créé des liens et que les gens viennent me voir, certains se confient, certains viennent tout simplement parce qu'ils ont du temps, d'autres parce qu'ils ont confiance. Ce qui est dur à obtenir, c'est la confiance. Ouais. Parce que les gens ont aujourd'hui appris à se méfier. Et il faut se méfier. C'est vrai aussi, il faut se méfier. Être prudent. Être prudent. Mais je crois que c'est acquérir la confiance de quelqu'un, c'est lui montrer qu'on est égal à soi-même toute l'année, tout le temps. Et aussi bien avec lui qu'avec celui d'à côté. C'est pareil. On voit que, je ne sais pas, j'ai l'impression que le fil rouge un peu de votre parcours, c'est un peu tout bien faire. Et j'ai l'impression que peu importe où vous étiez, que ce soit en Tunisie ou en France, c'était de profiter de cette expérience pour vous donner à fond, faire bien les choses et profiter de cette expérience. Parce que vous me disiez aussi que peu importe les postes où vous étiez, que ce soit secrétaire ou adjointe de direction, vous êtes donné et vous avez aussi reçu. Oui. Et donc c'est un peu votre mantra de toujours être là à bien faire les choses, que ce soit en tant que mère. Essayer en tout cas. Oui, on essaie toujours, mais en tout cas dans votre cas, je peux dire que c'était réussi. Merci. J'ai encore une question par rapport aux enfants et ensuite on parlera d'une des raisons pour lesquelles on se connaît et vous êtes ici. Oui. Et donc c'est le fait que vous avez élevé toute seule des enfants binationaux ou biculturels, je ne sais pas comment on dit. Comment vous avez réussi à leur inculquer aussi cette richesse, vu que de nos jours, beaucoup d'enfants aussi se retrouvent perdus quand ils sont d'une culture mixte ou qu'ils sont d'origine étrangère. On ne sait plus, est-ce qu'on est français, est-ce qu'on est d'origine maghrébine, etc. Bien sûr. Encore une fois, c'est beaucoup le dialogue et la communication. Mais je n'ai jamais imposé à mes enfants une religion ou une culture. J'ai toujours été claire, c'est eux qui choisissent. Toutes les questions, c'est ce que je disais tout à l'heure, toutes les questions qu'on me pose, j'essaye d'y répondre. Et grâce au dialogue qu'on a eu, j'ai pu... et puis, il ne faut pas oublier que leur grand-mère aussi a beaucoup compté. Ils partaient en vacances 2 mois, puisque c'était 2 mois à l'époque, des vacances. Donc, ils partaient chez elle 2 mois. Donc, ils voyaient autour d'eux
maman, donc, pour sa retraite, je fais une petite parenthèse, pour sa retraite, quand elle a terminé d'enseigner, a fait partie d'une association de lutte contre le cancer en Tunisie. Et donc, elle a emmené ses petits-enfants voir justement ce qu'était que le cancer, ce qu'était la pauvreté, mais la vraie, pas celle où on fait semblant, celle qui vous prive de manger 3 fois par jour, 2 fois par jour, voire pas du tout. Elle leur a montré ce que c'était que de ne pas avoir de vêtements de marque. Des vêtements troués, mais propres. Ce que c'est que la dignité. Donc, toutes ces valeurs, ils ont eu la possibilité de les comparer aussi en France. Donc, ils ont eu des contacts avec les membres de la famille qui étaient hors de France. Je ne dis pas hors de métropole, mais hors de France. Par exemple, on a de la famille au Canada, on a de la famille à l'île de la Réunion, on a de la famille au Maghreb, Tunisie, Maroc, Algérie. Toutes ces valeurs et toutes ces cultures qui sont différentes, elles ont fait partie de ma vie, elles font partie de ma vie, elles ont fait partie de la vie de mes enfants, mais c'est eux qui ont choisi ce qu'ils voulaient être. Je n'ai rien imposé. Je n'ai jamais imposé une religion, je n'ai jamais imposé... Souvent, je dis, je suis musulmane, de confession musulmane. C'est mon choix. Ma mère ne me l'a pas imposé, mais j'ai été baptisée. Donc, c'est souvent assez compliqué. J'ai des amis qui sont, comment dit-on, j'ai plus le mot, mais de confession ou d'origine différente. Et donc, des couples mixtes, voilà. Et si le couple ne tient pas, c'est parce que dès le début, quand ils se sont connus avant même de se marier, ils n'ont pas exploré la totalité des sujets qui pourraient fâcher. La naissance d'un enfant, on lui donne quel prénom ? On le circoncis ou pas ? Enfin, je parle de circoncision par rapport à... Si c'est un couple musulman chrétien. La belle-mère, elle va vivre avec nous quand elle ne pourra plus se subvenir à ses propres moyens ou pas. On la met en EHPAD, on en fait quoi ? Ce sont des sujets qui paraissent tellement simples qu'au bout du compte, quand on est devant le problème, il est déjà trop tard. Oui. Ça, c'est un autre sujet. Voilà. C'est bien de donner déjà les pistes voilà. aux futurs c'est ce parents. qui fait qu'on n'a pas ensuite le problème avec l'enfant. Ouais. C'est plus vous mettrez de barrières, plus vous mettrez de sujets, des non-dits, des je communique pas, et plus plus il y aura de problèmes. Ouais. On en vient à l'époque contemporaine. Donc depuis 2013, il me semble que vous avez pris votre retraite. Voilà. Mais c'est une retraite que je mets entre guillemets, vu que vous n'êtes pas du tout, je dirais, à la retraite. Je suis peut-être presque plus actif que quand j'étais actif. Tout à fait. Et je le vois, parce qu'il faut le rappeler, vous êtes présidente, vous avez été pendant 5 ans présidente de l'association l'Amicale des locataires, oui. Qui maintenant, que vous avez... que j'ai dissoute au 31 décembre 2023 pour des raisons de santé. Parce que une association, c'est lourd à porter quand on veut bien faire les choses. Et administrativement, en France, on est... on aime la paperasse, vous m'avez dit. Ah oui, on adore la paperasse. Donc, il faut d'abord communiquer. On a traversé les 5 années que j'ai traversées, en tout cas, c'était avec des travaux de réhabilitation où les locataires ont dû changer d'appartement pour que les travaux se fassent dans leur appartement
principale, d'origine, on va dire. Puis ensuite, il fallait déménager pour revenir une fois que les travaux étaient terminés. Il y a eu énormément de problèmes dans les malfaçons, dans les appartements qui ne correspondaient pas, dans tout un tas de choses. Et au bout de ces 5 ans-là, je me suis un peu sentie usée. Ouais. Et donc, sous la pression aussi de la famille, j'ai arrêté. Mais j'arrête pas définitivement. Je ne sais pas faire. Donc, j'ai ouvert le potager d'Olivier. Les contraintes sont différentes. Il y a moins d'engagement. Mais ce qui a été peut-être un fil conducteur dans ma vie, je n'aime pas l'injustice. C'est quelque chose qui m'horripile. C'est pas parce que vous savez lire que vous ne devez pas, vous, aider celui qui ne sait pas. Donc, j'ai toujours la fibre sociale qui est là. Et c'est très bien. Et quand on vient me voir, je suis obligée d'être là pour aider. Et on confirme ici avec Up Radio parce qu'on est venu à plusieurs reprises pour rendre visite et on vous voyait au travail, entre la cuisine, le jardin, à porter des chaises, à demander une playlist mixte, moderne et il en faut un peu pour tout le monde. Donc on voit que vous êtes un pont entre plusieurs générations, quoi, et plusieurs cultures aussi. Et qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui pour clôturer? Je ne sais pas ce qui me motiverait, mais je pense que... C'est toujours ce combat contre l'injustice ou c'est autre chose maintenant? L'injustice, c'est, je crois, mon fil rouge. Je n'aime pas l'hypocrisie. L'injustice, l'injustice et l'hypocrisie, je crois que ça, c'est pour moi insoutenable. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut ignorer la souffrance de l'autre. Attention, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas qu'on peut traiter tous les problèmes. Mais nom d'un chien, un sourire sur la personne qui est sur le même palier que vous. Mais même sur le même palier, les gens, ils ne se parlent plus. Ils ne se disent même plus bonjour. Dans le temps, je vais parler un peu à Maghreb. La théière, elle montait au 6e et elle descendait au 3e. Le jour de l'Aïd, donc il n'y a pas longtemps qu'on a fêté ce week-end, le plat de couscous, la viande, ça montait, ça descendait, ça allait en face. Aujourd'hui, ça n'arrive plus. Ça arrive encore, mais pas suffisamment. Ok. Voilà. On souhaite que vous lanciez la dynamique pour que ça arrive plus souvent. En tout cas, vous l'avez déjà lancé parce qu'il faut rappeler que le potager d'Olivier, pour écouter l'histoire, en tout cas, de comment le projet a été créé, etc., il faut écouter notre live de la Nuit Blanche. Mais pour rappeler en 2 mots, c'est un potager où tout le monde vient cultiver... Alors, je ne veux pas d'un potager, dès le départ, c'est ce que j'ai expliqué, je ne veux pas d'un potager où chacun a son petit carré, je viens quand je veux, etc., et il n'y a pas de dialogue. Non, ça, c'est pas chez moi. C'est un lieu de dialogue, c'est un lieu commun. On vient, vous êtes handicapé, vous ne pouvez pas cultiver. C'est pas grave, venez, asseyez-vous. Je vous trouverai toujours un truc à faire, ne vous inquiétez pas. Mais on est tous ensemble. Et quand on aura récolté les premières récoltes de ce potager-là, on fera comme on a fait il y a 4 ans. Je cuisine, on se retrouve tous ensemble, et on mange tous ensemble. Et on a hâte. Et au moins, on est tous ensemble. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Jacqueline et Dabi. C'était le premier Avec portrait plaisir. De cette saison et on a bien fait de vous inviter pour inaugurer ce nouveau format. En tout cas, chers auditeurs et auditrices, on vous attend ici à Gop. Et si vous venez nous rendre visite, vous pouvez aussi passer au jardin d'Olivier, cultiver, dire bonjour à Jacqueline, rencontrer ses amis qui sont avec elle. Plaisir. Avec plaisir. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.